Pour les Américains, c'est un lieu de pèlerinage. Bienvenue à Philadelphie, berceau de la démocratie américaine. C'est ici qu'il y a un peu moins de 250 ans, les pères fondateurs ont signé la Constitution. Un texte presque sacré, célébré dans les écoles, qui définit ce qu'est l'âme de ce pays, ce rêve américain, cette liberté de réussir telle que les pionniers l'imaginaient à l'époque. Et pourtant, ce contrat passé entre le peuple et les élus, il ne fonctionne plus aujourd'hui, en tout cas plus pour une majorité de citoyens, cette fameuse classe moyenne tant courtisée par Kamala Harris et par Donald Trump. À Philadelphie, une autre institution rivalise avec le Constitution Center, les restaurants de cheesesteak, ce copieux sandwich au bœuf et au fromage, spécialité de la ville depuis les années 30. Ah, c'est très très bon. Wow. Dans cet état si disputé, ce repas populaire est même devenu un test incontournable pour les candidats à la présidentielle. John Kerry avait fait une énorme erreur, vous vous en souvenez? Oui, je crois qu'il s'était trompé à la commande. Il a demandé du fromage suisse et c'est du whiz. Gros impair sur le fromage, doublé d'un grignotage du bout des dents, le démocrate pâtira de cette séquence pendant toute sa campagne. Mais ces derniers temps, le cheesesteak est surtout devenu un moyen de mesurer l'inflation dont les Américains souffrent depuis maintenant 4 ans. Avant, on avait la queue jusqu'au coin de la rue pendant 7 heures d'affilée. Maintenant, c'est 2 fois moins. Au pays du fast-food, s'offrir un tel repas est presque devenu un luxe. Là, j'ai payé $120. C'est beaucoup. Oh oui, je me souviens il y a 5-6 ans quand le cheese steak coûtait $9. Tout coûte plus cher. Ils disent que ça a augmenté de 25%, mais c'est bien plus. Mes dollars, ils ne valent plus autant qu'avant. Ce sentiment de déclassement, il est particulièrement vrai dans cette grande région nord-est que l'on appelle la Rust Belt, la ceinture de la rouille. Ce centre industriel du pays, il a subi de plein fouet la mondialisation et les fermetures d'usines. Vous allez voir que dans les zones sinistrées, cette impression de déclin américain est terrible et elle profite évidemment à Donald Trump. Reportage Axel Monnier et Mathieu Derrien. À Weirton, vous ne voyez qu'elle. Cette immense usine de métallurgie, plantée au cœur de la ville. Vestige d'une époque dorée. Une cité industrielle touchée de plein fouet par la crise et par l'inflation, en pleine Virginie occidentale. Un État majoritairement blanc. L'un des 3 plus pauvres du pays aussi. L'Amérique des oubliés. Sarah est infirmière. Elle-même reconnaît percevoir un bon salaire. Mais avec l'arrivée de jumeaux dans son foyer, la vie chère est devenue insurmontable. On a dû couper dans nos dépenses. Par exemple, on n'achète plus de produits de marque. 7,30 € les 2 bouteilles de lait. Plus de place pour les sorties. Je m'en sors à peine. Et puis je dois aider mes parents, tout en essayant de garder la tête hors de l'eau. C'est un cercle vicieux. Ici, à moins de 8 € de l'heure, le salaire minimum est l'un des plus bas du pays. Pas assez pour Corinne. Alors elle court toute la journée. Femme de ménage le matin, serveuse le soir. Après s'être occupée de ses 4 enfants. Merci beaucoup. De rien. En mère célibataire. La solution de tout le monde pour s'en sortir, c'est de se dire « Et si je trouvais un autre boulot ? Mais combien de petits boulots je peux accumuler ?» La classe populaire et même certaines classes moyennes doivent toujours travailler plus, sans pour autant en tirer un quelconque bénéfice. Et il y a quelques mois, le ciel s'est encore obscurci pour toute la population de Weirton. Le dernier site de production métallurgique a fermé ses portes. Des dizaines d'ouvriers sur le carreau, comme John Bolzano. À 86 ans, il travaillait encore dans le laboratoire de l'usine. Mes amis ont tous dit « Bolzano, alors tu t'es fait virer ?» Ils ne peuvent pas faire ça. C'est toi le plus vieux. Et oui, c'est moi le plus vieux. Mais ça devait arriver. À son apogée, l'usine employait jusqu'à 14 000 personnes. Weirton comptait alors 2 fois plus d'habitants. Aujourd'hui, le centre-ville est désolé. On ne compte plus le nombre de commerces fermés.
Ici, il y avait des bars tout le long. Et je peux vous dire que les jours de paie, ils brassaient de l'argent. Mike Vitello nous guide dans les rues de Weirton. Il a travaillé ici pendant 51 ans comme ouvrier. Mais une bonne nouvelle, enfin, est venue apporter un peu d'espoir dans cette petite ville. Une usine de batteries électriques va s'installer dans une partie des infrastructures désormais désaffectées. Ça me fait plaisir que les choses bougent. Parce qu'ici, on a toujours un paquet de jeunes qui ont besoin de boulot. Aujourd'hui, en tant que syndicaliste, Mike aide ses anciens collègues au chômage, notamment pour une éventuelle reconversion dans l'électrique. C'est d'ici que sortaient certaines plaques de métal. Ici aussi que bientôt seront produits les transformateurs. 700 emplois à la clé. Les gens sont contents de voir revenir un peu d'activité. Mais ils en veulent au gouvernement, notamment. À cause des accords de libre-échange. Avec ça, notre métal n'était plus compétitif par rapport à celui de l'étranger. L'implantation de cette nouvelle usine a été rendue possible par l'administration Biden, justement. La Maison-Blanche a investi des milliards dans tout le pays pour relancer la croissance. Avec succès, d'après les chiffres de l'économie américaine. Et pourtant, Joe Biden et les démocrates ne retirent absolument aucun crédit pour cette décision. Ici, il faut dire que Weirton se situe dans un comté qui a voté à plus de 70% pour Donald Trump en 2020 et que les habitants ne font aucun cadeau à l'administration actuelle. Dans ce restaurant italien, cette table-là, après la prière d'avant-repas, ses clients nous parlent politique, inflation surtout. Alors, est-ce que Joe Biden a fait du bon boulot en économie? Non. Même pour la nouvelle usine qui arrive? Il n'a rien amélioré, il fait que parler, voyager, c'est tout. Tout le monde a moins d'argent qu'il y a 4 ans. Loin devant l'immigration, l'économie est la préoccupation numéro 1 des électeurs américains avant la présidentielle. Mais quoi qu'il arrive, Weirton semble déjà avoir fait son choix. L'inflation, l'immigration, les thèmes de fracture n'ont jamais été aussi nombreux. Dans une Amérique traumatisée par le séisme politique du 6 janvier 2021 et l'invasion du Capitole. L'événement a réveillé le souvenir d'une histoire vieille de 160 ans. Donald Trump nous a légué la pire attaque de la démocratie depuis la guerre civile. Cette guerre civile de 1861, la Pennsylvanie en garde encore les cicatrices. C'est ici qu'ont eu lieu les combats les plus sanglants entre les États du Nord et ceux du Sud. Un champ de bataille que les visiteurs d'aujourd'hui ne regardent plus tout à fait comme avant. J'ai l'impression que nous vivons aujourd'hui une sorte de nouvelle guerre civile. Les politiques nous ont montés les uns contre les autres. Ils nous poussent à nouveau à nous faire la guerre au lieu d'apaiser les choses. Ici à Gettysburg, en 1863, les Yankees et les sudistes se sont affrontés sur la question de l'esclavage. 7000 morts, rien que pour cette bataille. Les hommes qui se sont entretués ici ne sont que les arrière-grands-pères des électeurs d'aujourd'hui. Et il est étonnant de voir combien les références à cette guerre civile sont nombreuses dans les discours de campagne. Le 6 janvier a été un tel choc que beaucoup ont aujourd'hui la tentation de la sécession. Vous allez voir que certains n'hésitent pas à déménager dans des États plus en phase avec leurs couleurs politiques. Regardez ce reportage tourné entre l'Oregon et l'Idaho par Axel Monnier et Mathieu Derrien. En plein désert, David Spo est plutôt tranquille quand il vient s'adonner à sa passion, le tir. Ça, c'est du métal renforcé. Ça résiste aux balles. Ce sera notre cible. C'est un militant pour la défense du deuxième amendement, c'est-à-dire la liberté de chaque Américain à posséder une arme. Il a choisi une carabine M1. Elle est semi-automatique. Et à 90 mètres de la cible, il fait mouche à chaque balle. Mais David est en colère. L'Oregon, où il vit, vient de voter une loi très restrictive. Il pourrait bientôt ne plus pratiquer son sport favori comme il l'entend. Je vais devoir demander un permis, interdiction aussi d'avoir trop de chargeurs et obligation de passer des formations hyper chères. Son Eldorado à lui, l'Idaho, l'État voisin, à seulement 70 km de là. En Idaho, pas besoin de permis pour avoir une arme. Et nous, ici, dans l'est de l'Oregon, on en a marre de toutes ces lois permissives sur la drogue, la criminalité, l'éducation, le contrôle strict des armes. Toutes ces politiques bien trop à gauche. Ici, dans l'est de l'Oregon,
Les habitants se sentent très éloignés de la côte, urbaine et très progressiste. Leur solution, divorcer. Repousser la frontière de 300 km et se marier avec l'État voisin, l'Idaho, plus conservateur, plus rural, comme eux. Ce concept, il intéresse David, notre passionné d'armes. Il assiste à sa première réunion sur le sujet. Cette frontière aurait beaucoup plus de sens si elle était près de la chaîne des Cascades, car c'est là qu'est la frontière géographique et culturelle. Il y a là des républicains, des Trumpistes, bref, des convaincus. Car loin d'être une lubie, c'est un projet politique bien avancé, voté déjà par les habitants de 13 comtés. Ça me semble faisable. Je reste convaincu, je suis sûr que ça pourrait faire changer les choses. Ce mouvement est porté par Matt McGaugh, un enfant du pays, lassé de voir ses idées politiques républicaines perdre à chaque élection. Les gens sont à la recherche de solutions politiques. Et nous pensons que c'est la meilleure solution pour résoudre la fracture et la polarisation politique que nous avons dans ce pays. Prenons la route de l'Idaho, justement, direction Coeur d'Alene. Une ville devenue depuis une dizaine d'années le refuge des conservateurs de tout le pays. Elsa Osley, agent immobilier, fait visiter cette grande maison à son client. Une cuisine spacieuse. Il veut quitter la Californie, où il vit depuis 36 ans, car l'endroit pencherait désormais bien trop à gauche pour lui. La question des sans-abri, les crimes qui sont hors de contrôle en Californie et les impôts. Ici, les gens sont plus conservateurs et ne veulent pas que l'État intervienne dans tous les aspects de leur vie. De ce ras-le-bol, Elsa a fait son métier, tant la demande est forte. Et le drapeau américain vous attend déjà dans le jardin. Nous avons en permanence 25 à 30 personnes qui cherchent un bien dans le secteur. Moi aussi, je suis passée par là. Donc je les comprends. On a les mêmes valeurs. Cette région reculée du nord de l'Idaho a donc vu débarquer des hordes de républicains et plus encore de nationalistes chrétiens. Ce pasteur voit arriver ses nouveaux fidèles dans ses messes. Les gens qui viennent ici sont en quête de valeurs morales, de valeurs bibliques. Le mode de vie homosexuel, le prosélytisme transgenre, tout ça, c'est néfaste. Il n'y a pas que les républicains qui changent de région, les démocrates aussi. Un Américain sur 5 a déjà envisagé de déménager pour raisons politiques, chiffre en hausse. La concrétisation de ce que certains appellent les États désunis. Nous sommes maintenant au sein de la prestigieuse Université de Pennsylvanie. On en a beaucoup parlé ces derniers mois en raison des manifestations pro-palestiniennes. Cette jeunesse, elle s'est mobilisée comme rarement depuis la guerre du Vietnam. Traditionnellement, cet électorat jeune, il se mobilise beaucoup moins que les autres. Mais dans ce scrutin si serré, c'est sans doute l'une des plus grandes réserves de voix pour Kamala Harris. Vous votez en Pennsylvanie? T'es inscrit ici? Parce qu'il faut aller chercher les voix une par une, les étudiants démocrates déplient leur stand à chaque intercours. La Pennsylvanie, État le plus convoité de cette élection, a élu 16 des 20 derniers présidents américains. La Pennsylvanie a la plus grande concentration d'étudiants en âge de voter de tout le pays. Et ces électeurs, ils ont vraiment le pouvoir de décider du résultat final de cette élection. 20 mètres plus loin, on propose de faciliter l'inscription sur les listes électorales. David, bénévole, a fait plus de 600 km. C'est l'outrance de cette campagne qui l'a convaincu. La désinformation délibérée a tellement infiltré notre société que les gens croient ce qu'ils veulent. Il n'y a plus de vérité. Avec les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle, des lignes rouges ont été franchies en termes de morale et d'éthique. Pour bien comprendre ce pays, il faut saisir l'attachement inconditionnel des Américains à ce qu'on appelle le free speech, la liberté d'expression. Elle est garantie par le premier amendement de la Constitution, pour le meilleur et pour le pire, car ici, aux États-Unis, contrairement à la France, faire l'apologie d'un génocide, tenir des propos racistes ou répéter des mensonges, eh bien c'est possible et ce n'est pas un hasard. Si deux anciens étudiants de ce campus, Donald Trump et Elon Musk, ont fait de cette liberté leur nouvelle croisade, Justine Jankowski et Alexandra Poupon. La demi-mesure, Sauvez l'Amérique! pas leur style. Sur ce petit lac de Pennsylvanie, d'ordinaire un peu plus calme, des fans de Trump paradent aux couleurs de leur candidat. Plus c'est grand, mieux c'est. 40 bateaux,
des motards et un cri du cœur pour convaincre à tout prix leurs voisins. On a besoin de Trump. Le monde entier a besoin qu'il revienne au pouvoir. Derrière cette campagne joyeuse, la guerre est déclarée. Tous les coups sont permis. De chaque côté, les insultes fusent. Kamala la menteuse. Elle est handicapée mentale depuis sa naissance. Elle s'étouffe comme un chien. Il est trop faible et instable. Mais Donald Trump, lui, multiplie les fausses accusations grotesques. Elle veut des avortements dans les 8e et 9e mois de grossesse. Ça lui convient. Jusqu'à la naissance et même après la naissance, des exécutions de bébés. Les migrants mangent les chats, ils mangent les animaux de compagnie de tous les habitants. ABC a contacté un administrateur de la ville et il n'y a eu aucun signalement crédible d'animaux de compagnie qui auraient été blessés ou tués par un membre de la communauté immigrée. Eh bien, je l'ai vu à la télévision. Louis Jacobson dirige ce média en ligne, spécialisé dans la vérification d'informations. Là, je travaille sur une publicité de Trump qui affirme que Harris veut subventionner le changement de sexe des prisonniers transgenres. Des mensonges comme celui-ci, l'équipe en relève jusqu'à 3 par jour. Quant aux propos calomnieux, on est le pays de la liberté d'expression, surtout dans le domaine politique. Elle est très protégée ici. pas de poursuite en diffamation donc. Et le camp Trump va encore plus loin. Son puissant soutien, Elon Musk, milliardaire, propriétaire du réseau social X, offre chaque jour un chèque d'1 million de dollars à un électeur inscrit dans l'un des États clés de l'achat de vote déguisé. En Pennsylvanie, les sondages sont très serrés. Ici, les habitants sont tellement divisés que ça saute aux yeux. Dans la rue, regardez, lui a installé une pancarte en soutien à Donald Trump. Et là, il me suffit de faire quelques pas, je traverse la rue et son voisin, lui, affiche son soutien à Kamala Harris. Oubliez les relations de bon voisinage. Moi, je veux pas d'un dictateur au pouvoir. J'emmerde Harris. Ah, vous avez entendu? Ce militant trumpiste tente d'apaiser les tensions. Je suis de la campagne de Trump, désolé pour ça. Trump est un raciste. Vous le savez au fond de vous. Non, je ne pense pas du tout. Sans succès. Il n'a même pas voulu me serrer la main. Chaque week-end, 8 heures par jour, Matthew Shield, bénévole républicain, tente de convaincre tout le quartier. Vous voulez une pancarte pour votre jardin? Ah non, merci, sinon ça va déclencher une guerre. Avec 3% d'indécis à convaincre, la Pennsylvanie, c'est l'État le plus visité par les deux candidats. Des meetings qui attirent des milliers de supporters, mais surtout leur portefeuille. La plus vendue, la version camouflage. Depuis cet été, les deux candidats ont consacré près de 300 millions d'euros en publicité, juste dans cet État. C'est près d'un quart de leurs dépenses publicitaires totales. Des spots agressifs qui passent en boucle. Une publicité sur 4. À la télé, il y a genre 5 pubs en même temps pour Harris ou Trump. En même temps. Moi, j'ai dû installer des bloqueurs de publicité sur mon téléphone. Ils m'appellent genre « Hello, c'est Trump qui vous appelle. Hello, c'est Kamala. » Écoutez, je m'en fiche complètement de vous deux. Et quand Ronald rentre chez lui et croit être enfin tranquille, Il m'envoie ça tous les jours. Franchement, vous pensez vraiment que ça peut changer mon choix? Allez, la collecte de recyclage, c'est tous les mardis. Sophia Rosenfeld, historienne spécialiste de la démocratie, est-ce qu'elle vous paraît en danger aujourd'hui, cette démocratie américaine? C'est une question passionnante, parce qu'on se la pose tous. Cela tient beaucoup à Donald Trump et à sa volonté de rompre avec les normes du passé. Notamment le fait que normalement mentir vous attire des ennuis. Même chose avec le fait de ne pas accepter les résultats d'une élection. Donald Trump est le premier candidat à avoir refusé le résultat des urnes. Ça, c'est inédit dans l'histoire américaine. Il y avait jusqu'à présent un consensus. Les règles étaient les règles. Vous pouviez ne pas apprécier votre adversaire, vous pouviez même être terriblement déçu par le résultat, mais tous les candidats avant lui ont toujours accepté le vote du peuple. Trump a déjà dit clairement que s'il ne gagnait pas, ça voudrait dire qu'il y a eu fraude, alors même qu'il n'y a eu aucune preuve de triche lors des dernières élections. Et je crois que c'est la vraie inconnue du 5 novembre. Pas seulement qui va gagner, mais qu'est-ce qui va se passer après.
Un événement a sans doute changé certaines choses, c'est le 6 janvier 2021, l'invasion du Capitole. Au moment de l'assaut, on n'a pas réalisé combien c'était grave. Des gens sont morts. Il s'en est fallu de peu pour que le vice-président et la présidente de la Chambre des représentants soient lynchés par la foule. Le pire aurait pu arriver. À l'époque, on pensait vraiment que ce serait la fin du Trumpisme. Les gens étaient profondément choqués. Mais aujourd'hui, Trump a toujours le soutien de la moitié de la population derrière lui. Et certains considèrent les manifestants qui sont des émeutiers comme des prisonniers politiques, ce qui est hallucinant. Dernière question, est-ce que l'apparition des fake news, de l'intelligence artificielle va changer profondément notre rapport à la démocratie ? Récemment, le potentiel vice-président de Donald Trump, Vance, a déclaré qu'il fallait parfois propager des mensonges pour attirer l'attention. Il y a 10 ans, cela aurait suffi à disqualifier n'importe quel homme politique. Merci beaucoup. Merci à vous. Avant de partir, les plus optimistes nous ont conseillé de nous arrêter du côté du musée de la ville. Retrouver une Amérique qui certes ne gagne pas toujours, mais qui n'abandonne jamais. Et ces escaliers, vous les avez forcément reconnus. En 1976, Rocky les montait 4-4. Énorme succès de la saga. À l'époque, les États-Unis étaient déjà en crise et le boxeur était devenu le symbole de la revanche du rêve américain. Plusieurs fois, Donald Trump a d'ailleurs essayé de se réapproprier ce mythe. Mais Sylvester Stallone a toujours esquivé, disant qu'il ne fait pas de politique.